avocat, est-ce qu'ils sont le maillon fort ou le maillon faible de la réforme pénale? Les avocats, quelle que soit la loi, iront travailler. Ce n'est pas une question d'acquis social. Ouabi, ministre de la Justice, parce qu'on est obligé de le citer, c'est pas a dit voilà, moi les avocats, je vois pas pourquoi ils expriment ces craintes-là. Dans une politique pénale, nous avons deux grandes directions. Soit une direction démocratique, où l'état de droit s'exprime, s'exerce dans les faits d'un procès équitable, soit une orientation autoritariste. Le bracelet électronique, beaucoup s'en félicitent. C'est un projet de loi d'ailleurs qui a été voté à l'unanimité au Parlement. Alors, nous, demain, en tant que parti politique, on veut établir des cellules de veille pour dénoncer la corruption dans les collectivités territoriales. Moi, en tant qu'élu d'opposition dans une collectivité territoriale, ce code de procédure pénale va venir et me dire « Non, monsieur, vous n'avez pas le droit ». À qui profite cette ingénierie législative ? Bienvenue, Omar Medjeloul, ou Maître Omar Medjeloul. Merci. Maître Omar Medjeloul. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Omar Medjeloul, je rappelle que vous êtes docteur en droit international, que vous êtes avocat de profession et de métier, et de conviction peut-être aussi, c'est ça, et que vous êtes également membre du bureau exécutif de la BAM, en l'occurrence l'association des barreaux du Maroc. Donc c'est intéressant de vous avoir avec nous aujourd'hui dans l'émission 7e Sens. C'est un format, vous le connaissez, qui est censé donner du sens à l'opinion des jeunes, mais là je découvre ce nouveau format qui est très intéressant avec la direction du débat qui est toujours extrêmement... On essaye de donner une direction qui donne du sens, essentiellement d'ailleurs, et du 7e Sens. Avec vous, Omar Medjeloul, bon, il y a beaucoup d'actualités, on a un agenda judiciaire, c'est ça? En tout cas, en matière de réforme. Ça a commencé avec, on remonte un petit peu du code de la famille, des propositions qui sont toujours à l'étude. Il y a le code de procédure civile. On a tous encore en mémoire cet automne, ou l'automne dernier, où on avait des robes noires et les avocats qui étaient dans la rue, qui avaient des manifestations de grève, avec des paralysies généralisées des tribunaux à travers le pays. Après, ça s'est dénoué. Et puis là, c'est le code de procédure pénale. On en entend parler depuis 2 ans, 2 ans et demi, pratiquement 3 ans. Là, aujourd'hui, c'est en commission justice à la première chambre. Et on nous dit aussi que devrait suivre aussi dans l'agenda le code pénal. Mais on va se concentrer essentiellement aujourd'hui sur le code de procédure pénale, après le code de procédure civile qui a été validé. Avec cette interrogation pour cette émission de 7e Sens avec vous, avocat, est-ce qu'ils sont le maillon fort ou le maillon faible de la réforme pénale? Parce qu'on a l'impression, en tout cas, le commun des mortels, qu'il n'y a que les avocats qui sont toujours en colère dans cet agenda de réforme, et que c'est eux qui sont toujours en grève, et c'est toujours eux qui sont mécontents. Le président d'ailleurs de la BAM a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps, en disant que la réforme du code de procédure pénale est un rétrécissement, un affaiblissement, pour reprendre le terme employé par le président de la BAM, des prérogatives des avocats et des robes noires. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est le cas? Pour répondre à votre question, en fait, la place de l'avocat ou de la défense est un déterminant de l'état d'avancement démocratique d'une nation ou d'un pays. C'est-à-dire que la défense est la voix de la société devant un pouvoir politique qui est aussi le pouvoir judiciaire. Combien même c'est un pouvoir d'arbitrage, combien même c'est un pouvoir qui est censé être discret, impartial, neutre. Mais la défense, son rôle est justement de dire la vérité, d'apporter les faits, d'interpréter la loi, d'interpréter le droit, afin qu'une justice équitable puisse se dire et puisse se rendre. Nous ne sommes pas mécontents par rapport à nos droits ou à nos acquis sociaux. Nous sommes mécontents parce que dans notre mission universelle, c'est de défendre les droits humains et l'état de droit. Donc à partir de là, nous sommes mécontents parce que les différentes réformes, entre guillemets, parce que il y a une connotation positive dans réforme, en tout cas ces révisions légales sont un risque majeur pour l'état de droit et toute l'avancée des droits humains qu'a connu notre pays. Vous dites ça par rapport à la réforme en cours du code de procédure pénale, je suppose. Tout à fait. Mais vous avez dit également, et vous disiez exactement la même chose pour le code de procédure civile. Voilà. Donc parce que le code de procédure civile avait posé des questions d'accessibilité à la justice, d'égalité devant la justice, de place
de la défense dans l'équilibre du procès civil. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer, à travers le Code de procédure pénale, la question des garanties relatives à la liberté, la question des garanties relatives au procès équitable, la question de l'équilibre entre ordre et liberté, de l'équilibre entre autoritarisme et démocratie. Toutes ces questions et toutes ces interrogations sont articulées autour du projet de réforme du Code de procédure pénale. Sur lequel on va revenir. Je sais qu'il y a un certain nombre d'articles, d'ailleurs, qui cristallisent un certain nombre de crispations du côté des avocats. Je pense à l'article 3, l'article 7 du Code de procédure pénale, mais pas que. Mais avant d'aller dans le détail avec vous, Omar Benjelloul, pourquoi il n'y a que les avocats qui montent au créneau? C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, que ce soit pour le Code de procédure civile, et c'est encore plus marqué dans le développement et l'avancée de la révision du Code de procédure pénale, c'est essentiellement les avocats qui prennent la parole. Les avocats sont aussi des alerteurs de conscience. Comme je vous ai dit, il est aussi de notre mission universelle, en tout cas en tant que qu'ordre ou instance ordinale, en tant qu'association, en tant que même qu'individu, en tant qu'acteur de la défense, dans notre serment et dans notre mission universelle, c'est d'alerter sur ce qui ne va pas, de participer au débat législatif pour pouvoir d'abord consolider les avancées, les acquis démocratiques, et puis maintenir le cap de l'avancée démocratique et non pas subir des régressions comme celle qui nous est proposée dans cet actuel Code de procédure pénale. C'est toujours la même raison pour laquelle nous sommes à l'avant-garde, bien sûr, du débat public. Je signale, juste pour nos téléspectateurs, que les avocats, quelle que soit la loi, iront travailler. Ce n'est pas une question d'acquis social, mais c'est une question d'abord de démocratie, parce que défendre un accusé à la première heure de sa détention administrative, j'ai envie de dire par le ministère public, parce que le ministère public est considéré comme un pouvoir administratif et non judiciaire, d'abord est quelque chose de très contestable que ce pouvoir ait à la fois l'opportunité des poursuites et le pouvoir de détention, même pendant 30 minutes, à ce que l'avocat soit présent est une garantie pour la démocratie dans ce pays, est une garantie pour la liberté des Marocaines et des Marocains, est une garantie pour le procès équitable, est une garantie à ce que l'autoritarisme, à ce que l'abus ne s'abat pas sur un individu ou sur un citoyen. Est-ce que c'est le point majeur qui dérange les avocats aujourd'hui? Pas que ça. Non, mais sur ce point-là, parce qu'Abdel Fouabi, ministre de la Justice, parce qu'on est obligé de le citer, c'est pas a dit voilà, moi les avocats, je vois pas pourquoi ils expriment ces craintes-là. Les procès sont équitables. Il avait même proposé d'ailleurs d'enregistrer, de filmer le justiciable qui est là dès les premières minutes. Voilà. Donc il comprend pas trop l'attitude et les critiques des robes noires. Le ministre de la Justice est dans son rôle de défendre c'est un ex-avocat, lui. De défendre un projet, oui, mais ça ne lui donne pas une légitimité supplémentaire, ou en tout cas ça ne l'absout pas de sa proposition régressive en matière de démocratie. S'il défend un code ou un texte qui répond à une orientation autoritaire, cela le regarde, il peut le justifier comme il veut. Mais en tout cas, dans une politique pénale, nous avons deux grandes directions. Soit une direction démocratique, où l'état de droit s'exprime, s'exerce dans les faits d'un procès équitable, soit une orientation autoritariste. Nous sommes aussi dans deux grandes politiques pénales où on a le choix entre une politique pénale préventive ou une politique pénale répressive. Là, aujourd'hui, on est dans une orientation à la fois législative, une orientation à la fois autoritariste, mais qui ne répond qu'à une politique pénale répressive. Le problème de la politique pénale répressive, c'est de par les chiffres et les statistiques officielles du ministère public, du pouvoir judiciaire et même de l'HCP, vu la détention, la population carcérale, vu la situation des prisons au Maroc, vu le taux de croissance de la criminalité, la politique pénale répressive n'est pas une réponse à la régulation du crime. Donc aujourd'hui, il faudra peut-être repenser, non pas d'une manière autoritariste, les différents textes qui nous sont proposés par le ministère de la Justice, qui est un peu en charge de légiférer, d'apporter les projets de loi de ce gouvernement dans l'enceinte de l'hémicycle, mais
plutôt de réviser les différentes lois dans une direction d'un procès équitable qui équilibre entre la société et l'individu. Justement, au niveau de la préventive, ça a été annoncé, je crois, la semaine dernière d'ailleurs, avec effectivité à partir du mois d'août, le bracelet électronique. Beaucoup s'en félicitent. C'est un projet de loi d'ailleurs qui a été voté à l'unanimité au Parlement. Alors ça, je sais, j'ai pas entendu les avocats d'ailleurs réagir réellement là-dessus. Si, j'ai fait une émission avec vous sur les peines alternatives sur un autre média. Sur l'effectivité, c'est-à-dire maintenant ça a été annoncé, c'est passé en conseil de gouvernement. Là, c'est la mesure d'exécution. Mesure d'exécution, effectivité à partir du mois d'août. Ouais. Est-ce que là, vous y voyez une dimension autoritaire? Non, les peines alternatives, on adhère à cette. Nous pensons, je l'ai déjà dit dans plusieurs médias, je l'ai déjà dit dans mes différentes communications, dont celle avec vous sur un autre média, que c'était quand même un indicateur de progrès. C'est-à-dire lorsque toute mesure alternative à une peine privative de liberté est une mesure de progrès. Mais en même temps, on ne peut pas continuer à avoir des régulateurs de procès qui vont vers de la direction autoritariste. On peut exprimer ces différents aspects de cet autoritarisme dans la description du texte, si vous me donnez éventuellement bien sûr. Une marge pour m'expliquer, qui sont des mesures extrêmement dangereuses. Lorsque, par exemple, vous avez le 290 du Code de procédure pénale, lorsque vous avez un PV de la police judiciaire qui est l'ultime base de condamnation pour une justice assise et qu'aucune autre preuve ne peut lui apporter la contradiction selon l'intime conviction de la magistrature, cela est dangereux pour la société. Est-ce que ça veut dire, dans un premier temps, c'est intéressant, on va s'arrêter point par point, essayer d'être assez didactique avec vous, Omar Benjelloul. C'est-à-dire que sur ce point-là, vous dites, voilà, il ne doit pas y avoir que le procès verbal qui ne fasse foi pour un juge dans le cas d'un jugement et qu'il doit y avoir d'autres éléments qui doivent être intégrés. Vous imaginez que dans ce qu'on appelle les comparutions immédiates ou bien le flagrant délit, vous imaginez que par exemple dans le flagrant délit, un PV, un procès verbal de police judiciaire qui retranscrit des déclarations d'un tiers contre le prévenu qui est censé être dans la flagrance. Qu'est-ce que la flagrance? Ça veut dire la constatation d'une matérialité criminelle dans l'immédiateté. C'est-à-dire, il y a, dans un moment immédiat, à l'instant T, l'action ou l'intervention de la police judiciaire pour arrêter un crime et de ce fait, d'orienter les acteurs de ce crime qui allait se passer, les orienter vers le procès. Eh bien, figurez-vous que s'il y a un PV de police judiciaire, ce qu'on appelle les procédures référentielles, lorsqu'il y a un PV de police judiciaire qui aurait son mot à dire par rapport à un tiers qui n'a pas assisté à cette matérialité, eh bien, le juge va prendre en considération plutôt le PV que la matérialité des faits, de par la déclaration d'un tiers sur ce PV, et cela est complètement inique de par d'abord l'illégalité quant à la procédure de flagrance, et puis même le second niveau de problème qui confirme cet existant un peu autoritariste qui est en train de se confirmer par l'actuelle réforme du Code de procédure pénale, c'est que la Cour de cassation marocaine est partie dans le sens de l'équilibre du procès par rapport au fait d'équilibrer entre le PV et les autres moyens de preuve. Mais les juges de fond ne font qu'à leur tête en suivant le PV. Mieux que ça, dans les assises, c'est-à-dire dans la chambre criminelle. Vous savez, il y a les contraventions, les délits et les crimes. Ça veut dire les crimes les plus graves. Les assassinats, les viols et tout le reste. Le texte déclare que le PV fait partie des autres preuves. Mais malgré cela, les magistrats sont dans une logique d'application du texte au niveau délictuel où 99,99% des audiences et 99% des dossiers sont jugés sur la base des PV, ce qui veut dire le pouvoir est-il entre les mains des magistrats ou bien est-il entre les mains de la police judiciaire? Cette question, faudra-t-il un peu la réviser dans le texte plutôt que de la confirmer? Et nous avons bien sûr d'autres exemples si... Donc en fait, clairement, ce que vous êtes en train de dire, Omar Benjelloul, c'est qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des juges qui auront encore plus tendance
à s'appuyer sur sur les éléments officiels fournis par la police. Par la police. Par la police, tout simplement. C'est une espèce de sceau de confirmation, une espèce de jugement confirmant tout simplement ce qui est ramené par le PV de la PJ. Et cela est un peu dangereux pour le procès équitable. Mais bon, en même temps, c'est important d'avoir une police aussi qui soit... Je veux bien. Qui soit reconnue comme telle. Je veux bien, mais le procès, et une justice également. Je veux bien, mais le procès est aussi là. Bon, après, vu l'état de notre administration, vu les différents indices déontologiques de notre administration, le procès équitable est quand même un moyen d'abord de vérifier, d'abord d'aller vers la vérité, de plus ou moins permettre une réelle conviction, non pas que sur la base justement d'une garde à vue dans lequel se passe ce PV, où l'avocat n'est pas là pour voir s'il y a pression. L'avocat n'est pas là pour éventuellement voir s'il y a torture, ou l'avocat n'est pas là pour justement garantir à ce qu'il y ait des déclarations libres de la part du citoyen marocain, combien même est-il accusé, reste un citoyen pour qui on doit justement d'honorer l'état de droit. Sur les gardes à vue justement, la proposition d'installer des caméras, de filmer aussi toutes les gardes à vue dès les premières secondes et dès les premières minutes, et d'enregistrer aussi tous les propos échangés. Cela a été enlevé du texte. Oui, justement. Cela a été enlevé du texte, ça a été proposé, mais au fur et à mesure justement de l'état d'avancement des différentes moutures, avant d'intégrer la mouture dernière sous forme de projet de loi, cette mesure d'enregistrement, de record des différents interrogatoires a été enlevée, et on a gardé éventuellement à la demande de qui ? La dernière journée de garde à vue. La dernière journée de la garde à vue, permettez l'expression un peu vulgaire, le client sera déjà cuisiné. Donc ce n'est pas forcément une garantie, mais encore une fois, une espèce de décorum esthétique pour faire un peu démocratique. Mais en fait, pour donner des garanties de démocratie, il faudra que l'avocat soit là dès la première heure, ce qui s'exerce par exemple en France. Vous avez la présence de l'avocat dès la première heure, ce qui amène éventuellement l'officier de la police judiciaire à respecter le citoyen. Il est en contact avec le procureur pour éventuellement poser les différentes questions, recalibrer tout le reste, mais le respect est certainement là, ce qui fait baisser tous les indicateurs relatifs aux condamnations, aux accusations de torture et tout le reste. Je vous donne un exemple concret. Vous vous rappelez du film de la vidéo sur l'activiste Rifin, monsieur Zevzafi, qui avait créé une polémique internationale. Si l'avocat était là, si l'avocat était présent, est-ce qu'on n'aurait pas forcément un son de cloche lié à ce qui s'est vraiment passé, à la vérité, parce que l'avocat n'est pas un témoin ordinaire. L'avocat est d'abord à prêter serment, et pas n'importe lequel, et ensuite il est régulé par son instance ordinale. Il a un référentiel déontologique, il est soumis au regard du bâtonnier. Ce qui n'est pas forcément en conseil de discipline. Ce n'est pas forcément le cas des autres parties prenantes, c'est ça que vous êtes en train de dire, Omar Bello ? Tout à fait. Donc en fait, même l'État qui veut faire une orientation autoritariste à travers de l'ingénierie légistique, il devrait penser aussi à ses intérêts à travers la présence de la défense dans les différentes mesures pénales. Nous sommes complémentaires, nous ne sommes pas en opposition dans le cadre de l'établissement d'une vérité ou d'un procès équitable. Tout ce qui est en route aujourd'hui, je l'exprimais précédemment, et en précisant que ce code de procédure pénale en l'état, il est aujourd'hui au Parlement, à la première chambre. C'est les députés. Oui, tout à fait. Les députés de la première chambre qui sont. D'ailleurs, le 15 prochain, il y a aussi un débat auquel nous allons participer à la fameuse salle 11 du Parlement, où il va y avoir plusieurs acteurs dans le cadre d'une démocratie participative. Une journée d'études très ouverte avec les avocats, les professeurs universitaires. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, ça c'est pas un message aussi plutôt positif que doivent aussi prendre en considération la commission. Les avocats en disant voilà ça.
Il y a rien que... La commission législative qui est tenue par l'USFP en tant que parti d'opposition essaye de faire un travail un tant soit peu louable en s'ouvrant sur les différentes parties prenantes, en prenant en considération la voix des avocats, encore une fois, pas dans une logique corporatiste ou dans une logique particulariste ou dans une logique d'intérêt, mais encore une fois, prendre la voix des avocats en tant que défenseur de l'état de droit et du procès équitable. Ce travail est fait. On est des gens objectifs. Ce travail est fait par la commission de justice et son président, mais la logique des chiffres et des majorités gouvernementales est là. Est-ce que la majorité gouvernementale législative va-t-elle s'opposer à un projet de loi de son gouvernement ? Dans le texte, c'est faisable, mais politiquement, est-ce que cela est réaliste ou non? C'est à vérifier. Ça veut dire en même temps que ça fait à peu près 2 ans et demi que ce code de procédure pénale, on parle en tout cas de ces réformes-là. Est-ce que ça veut dire que on connaît l'effectivité du bracelet électronique? Ça sera pour le mois d'août prochain. Le code de procédure pénale, sa validation. Bon, aujourd'hui, il va être validé ou pas, ou révisé ou amendé. Dans les différentes sessions, notamment la session de printemps qui va démarrer à partir d'avril. Une fois qu'il soit validé, il devra passer en relecture en seconde chambre. Avant, bien évidemment, de revenir, parce qu'en seconde chambre, ça sera une nouvelle bataille pour pouvoir amender certaines choses. D'ailleurs, il y a d'autres types d'inquiétudes où, par exemple, les agents d'autorité ordinaire vont passer, ou plutôt les khlifas, les vice-raïds vont passer au rang d'officier de la police judiciaire, ce qui leur permettra, dans le cadre du 290, encore une fois, de dresser des PV qui ne sont pas attaquables devant la justice, même si vous sortez un cadavre pour dire cette vérité suite à un meurtre, il n'est pas pris en compte devant un PV qui, selon les magistrats, malheureusement, est l'ultime vérité. Cela est extrêmement dangereux, sachant que ces agents, avec tout le respect que je leur dois, je n'ai pas vu dans leur cursus universitaire ou de formation des cadres, je n'ai pas vu un contenu déontologique aux droits de l'homiste. Et dans la pratique, nous connaissons tous, même de l'aveu de l'ancien ministre de l'Intérieur dans les années 80 et 90, nous connaissons tous leurs pratiques et leur déontologie, ce qui est un peu dangereux, encore une fois, pour la stabilité du pays, vu que cette stabilité passe par la confiance. La stabilité du pays aussi passe par la confiance qu'on donne à la justice, justement. Par tous ces maillons qui ont montré aussi leur efficacité en matière de surveillance du territoire. On est bien d'accord? Tout à fait. Autre chose, l'article 15 qui est extrêmement dangereux, c'est que ce texte prévoit un monopole de communication sur les dossiers en cours. Un monopole de communication sur les dossiers en cours, ça veut dire que vous êtes l'avocat de l'ordre public, donc procureur, et vous êtes le seul à avoir le droit de communiquer sur un procès. Et donc la défense n'aura plus le droit de communiquer sur un procès. Le ministre de la Justice nous dit non, il n'y a pas le mot ou le concept interdiction dans le texte. Mais nous sommes des experts en interprétation et en exégèse du texte. Nous vous disons que il y a moyen à ce que l'autorité judiciaire puisse considérer qu'il y a interdiction. Il ne suffit pas à ce qu'il y ait explicitement le mot interdiction dans le texte, mais il y a éventuellement un risque d'interprétation abusive. Et cela est dangereux pour l'équilibre du procès. On ne peut pas avoir deux ailes du procès que sont l'avocat de la société et l'avocat de l'individu qui n'ont pas les mêmes moyens. Déjà qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de par le fait que l'opportunité des poursuites, le droit à la détention, le droit à l'enquête est donné à une partie qui est l'avocat de la société, donc le procureur, et n'est pas donné à la défense. Aujourd'hui, l'un des moyens de se défendre, qui est celui de communiquer, de venir vous voir éventuellement pour débattre pour discuter d'un procès en cours, nous n'allons pas influencer la justice, mais quand même, l'opinion publique a le droit éventuellement de connaître le point de vue de la défense d'un accusé, le point de vue de la défense d'une victime. Ça vous craignez qu'en fait, demain ou après-demain, ça soit l'article 15 fait en sorte à ce que on annihile le pouvoir de communication de la défense. La défense est un pouvoir d'influence, d'accord, alternatif au pouvoir d'injonction du pouvoir judiciaire. Et donc, c'est un peu le lien entre la société et l'État à travers un procès. Donc, cet article 15 est extrêmement dangereux pour la défense et l'équilibre du procès. Les pouvoirs qui sont en place, est-ce que c'est un nouveau face-à-face entre Abdel Fouabi
ministre de la Justice, parce que c'est pas la première fois depuis qu'il a été nommé d'ailleurs, ministre de la Justice, ça a toujours été oui, parce il est toujours monté sur le ring avec les avocats, mais est-ce que c'est avec les juges, les magistrats, Abdel Fouabi, parce qu'on essaie de comprendre en fait. Aujourd'hui, où est-ce que ça se joue? Le dossier, il suit son cursus. Il est à la commission justice au Parlement, on le disait précédemment. Et valeur aujourd'hui, vous dites voilà, nous, il y a des points qui sont des points de crispation. Vous dites quelque part en fait, c'est les avocats lanceurs d'alerte en disant attention, il peut y avoir danger, menace sur les espaces de liberté. Oui. Au sens très large du terme. Vous imaginez. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes en train d'interpeller Abdel Fouabi? C'est d'autres pouvoirs, je sais pas. On est en train d'alerter la société qui voudrait bien l'entendre, qu'il y a un tournant autoritariste à travers la proposition de loi sur la procédure pénale. Lorsque vous venez avec un texte qui interdit à la société civile, sur la base de l'article 3 et l'article 7 de ce projet, de dénoncer des phénomènes de corruption dans les collectivités territoriales, dans les administrations, pour éviter dans la qu'il y ait des abus. Abdel Fouabi s'est exprimé plusieurs fois là-dessus. Oui, mais on a des associations aujourd'hui du jour au lendemain qui dénoncent et qui salissent l'honneur et l'intégrité d'élus locaux, par exemple. Non, on ne salit pas l'honneur. Salir l'honneur, c'est de maintenir la corruption dans l'impunité. Nous avons une exception ou deux exceptions qui feraient éventuellement de l'abus ou du chantage. Et moi, je pose la question, qui est derrière celles et ceux qui font l'abus et le chantage? Peut-être que c'est eux-mêmes, c'est les mêmes courroies de corruption, et non pas la société civile éclairée, issue des grandes écoles nationalistes de ce pays, issue des grandes écoles de droits humains de ce pays, donc qui font un travail extraordinaire, justement, de contrebalancer l'impunité, de faire un travail extraordinaire de dénoncer. Et d'ailleurs, ça a réussi. Nous avons vu 86 quand même mis en examen par le procureur général, de parlementaires, de présidents de collectivités, d'élus locaux, de présidents de collectivités territoriales. On ne peut pas venir avec un texte et dire que c'est interdit à ce que la société civile ou les associations, qui entre parenthèses ont pour objet dans leur statut que de dénoncer et de travailler sur la corruption. Je dis n'importe quoi. La Transparency Maroc. Oui. L'association de la lutte pour la préservation du bien public. Ce sont des associations qui ont pour objet la lutte anticorruption. Nous, demain, en tant que parti politique, on veut établir des cellules de veille pour dénoncer la corruption dans les collectivités territoriales. Moi, en tant qu'élu d'opposition dans une collectivité territoriale, ce code de procédure pénale va venir et me dire « Non, monsieur, vous n'avez pas le droit ». À qui profite cette ingénierie législative? Elle profite tout simplement, d'ailleurs, c'est la déclaration de monsieur le ministre de la Justice qui, dans une fièvre communicationnelle, a osé quand même dire, les enregistrements sont là, que si on laisse cet article, on va ne plus pouvoir trouver de candidats aux élections. Ce qui voudra dire que c'est une dénonciation de l'ingénierie de la corruption électorale qui sévit dans notre bien généreux et heureux pays, et cela devrait éventuellement s'arrêter. Next, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous allez les opérations de lobby qui sont organisées par les avocats au prix des élus de la nation et des députés, des parlementaires? Nous résistons auprès du Parlement dans ces deux chambres, et là nous avons écho et une grande réactivité positive de la part, par exemple, de la commission de la justice qui a pris pour elle justement d'analyser ce texte, d'organiser des débats, d'aller dans le sens un peu de la démocratie, pas dans le sens des avocats, parce que nous ne sommes que les porte-étendards, j'ai envie de dire, de l'état de droit et de la démocratie. Donc oui, nous avançons dans cette influence, il y a des partis d'opposition, mais je crains à ce que cette loi soit éventuellement couverte par la dictature du chiffre et de la majorité. Malheureusement, la légitimité n'y est pas, vu les élections de 2021 et comment elles se sont passées, mais en tout cas, la dictature du chiffre risquerait de sévir, mais au moins on aura gagné. On aura gagné la diffusion de la conscience, notamment avec votre collaboration en tant que média éclairé
et d'institutions. Éclairer, je sais pas, mais qui essaie de donner du sens au sens. Légitime que l'opinion des jeunes. On est un petit peu perdu avec ces réformes annoncées de la justice, entre réformes, refonte et révision du code de la famille, du code de procédure civile, du code de procédure pénale. C'est ce qui nous a occupé aujourd'hui dans ce débat. Septième sens, et puis on nous dit qu'il y a le code pénal qui va se derrière. Le code de procédure civile, pour lequel on a eu aussi, vous et moi, plusieurs entretiens, va dans le sens qu'on est en train de décrire. C'est-à-dire de dégoûter tout le monde du tribunal, de la justice, circulez, il n'y a rien à voir, ne venez pas nous voir, moins de 100 000 dirhams, vous n'avez pas de droit de faire cassation, le rôle de la défense n'existe plus, donc on est dans les procès un peu expéditifs et tout le reste. Tout ça répond à une logique d'état de non-droit, à une logique d'état administratif, à une logique qui ne s'inscrit pas dans la paix et la stabilité civile à travers quoi? À travers la confiance et à travers une justice équitable et un état de droit. Une logique en tout cas dans laquelle s'inscrit à contre-courant le ministre de la Justice, Wahab Bouabi, parce qu'il ne cesse de dire que c'est... le ministre de la Justice défend la logique que je suis en train de dénoncer. Oui. Ceux qui s'inscrivent en contre-courant de la logique de l'état de droit c'est eux. Hein. Donc nous défendons malheureusement pour nous, parce qu'on aurait aimé passer à autre chose, parce que l'instance équité et réconciliation est passée par là, la Constitution de 2011 est passée par là. J'ouvre une parenthèse sur la Constitution. Le texte du Code de procédure pénale, mais il est complètement inconstitutionnel. Vous savez que l'ingénierie constitutionnelle du texte de 2011 a placé certaines dispositions du Code de procédure pénale, comme quoi, dans le procès pénal, il y a incarnation de la démocratie et de l'état de droit. La Constitution a fait le choix de mettre des dispositions de procédure pénale comme la déclaration des accusations, comme l'interdiction de la torture, avant même la royauté et le pouvoir judiciaire. En tant que grand principe directeur du contrat social marocain. Et vous venez dans le texte qui va appliquer et faire descendre et faire appliquer et exécuter ces différents principes, et vous faites l'exact contraire de la disposition constitutionnelle. J'espère que l'autre maillon de vérification de cette procédure législative, qu'est la Cour constitutionnelle, saura s'opposer aux différentes mesures qui sont complètement contraires au texte suprême. Ce débat avec vous, avocat, maillon faible ou maillon fort de la réforme pénale, au terme du débat, on dit plutôt faible ou maillon plutôt fort? Les avocats resteront toujours un lien de jonction entre la société et l'État, amoindrir les prérogatives, non pas le pouvoir, mais amoindrir les prérogatives de la défense au sein d'un procès, au sein de la justice, c'est affaiblir l'État en lui-même. Nous sommes un peu comme Ève, sortie du corps de l'État avec des instances ordinales indépendantes. Nous ne sommes pas des extraterrestres venant d'ailleurs. Omar Benjelloul, l'avocat, docteur en droit international, parce qu'avant d'être avocat, vous étiez... Merci. Vous êtes docteur en droit international, et puis je rappelle également un membre du bureau exécutif de la BAM, l'association des barreaux, des avocats du Maroc, qui a organisé une journée d'études. Je pense savoir qu'ils vont aussi continuer à maintenir la pression en attendant de voir. D'ailleurs, samedi prochain à Marrakech, le 12 avril, nous avons conférence nationale organisée entre le barreau de Marrakech et l'association des barreaux du Maroc sur justement le projet de loi de procédure pénale, et nous allons débattre avec toute notre franchise habituelle. Merci à vous en tout cas, à très bientôt et puis bonne chance. Merci, Sidi Rachid, merci beaucoup. Septième sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.